Votre fidélité à la rédaction de la chaîne du bassin du Congo nous rassure. Nous sommes ensemble pour un peu plus de 30 minutes d'information. Mais pour l'essentiel, voici la vitrine de ce journal. La ville de Pointe-Noire s'est retrouvée dans l'eau à la suite d'une grande pluie diluvienne. Après les menaces de l'intersyndicat du CHI de Brazzaville, exigeant le départ de leur directeur général, la commission santé de l'Assemblée nationale est allée s'imprégner des réalités sur le terrain. Et puis, la mairie de Dolisie a remis des ampoules à la Société Énergie électrique du Congo pour éclairer la ville. Invité de ce journal, Aba Ity, responsable du bureau Brazzaville de la télévision centrale de Chine. Avec elle, nous allons nous entretenir sur le coronavirus qui sévit en Chine. Merci d'être venu sur ce plateau. Bonsoir, merci beaucoup. Ouvrons ce journal en disant que le préfet du département du Niari est allé féliciter les élèves les plus méritants admis au lycée d'excellence Denis Sassou Nguesso de Mbunda. En présence de leurs encadreurs, Frédéric Barambouzok a saisi cette opportunité pour assister à la cérémonie des levées des couleurs. Le point dans ce reportage de Demontez Mavongo. Le lycée d'excellence Denis Sassou Nguesso de Mbunda a fait l'objet lundi dernier d'une visite du préfet du département du Niari, Frédéric Barambouzok. But de cette visite, encourager et féliciter les élèves les plus méritants de ce temple du savoir à l'issue des premières évaluations de l'année scolaire 2019-2020. Après la chaleureuse réception de l'hôte du lycée d'excellence Denis Sassou Nguesso de Mbunda, l'heure était finalement arrivée pour la levée du drapeau national en présence non seulement de l'autorité préfectorale, mais aussi de la directrice départementale d'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation du Niari, Nicole Patricia Poiti, du personnel enseignant et des apprenants. Le préfet du département du Niari, depuis sa prise de fonction à la tête de ce département, accorde un intérêt particulier à l'éducation, d'où ses multiples actions dans ce secteur et précisément au lycée d'excellence Denis Sassou Nguesso de Mbunda. Frédéric Barambouzok a serré la main aux meilleurs élèves de la 6e en terminale. Pour votre gouverne, le préfet du département du Niari a quelques mois avant remis en service le forage d'eau du lycée d'excellence Denis Sassou Nguesso et fait réparer le groupe électrogène pour permettre aux apprenants et enseignants de travailler dans les meilleures conditions. Le préfet du département du Niari a instruit l'ensemble de ses administrés de procéder à la levée des couleurs nationales tout le lundi. Restant toujours à Dolisie, dans ce département du Niari, pour dire, dans le cadre du partenariat qui lie la mairie de Dolisie à la Société Énergie électrique du Congo, le vice-maire de cette ville vient de remettre à la direction d'exploitation de EEC 180 ampoules. Ceci dans le souci d'éclairer les grandes artères et ronds-points de la ville verte. Aujourd'hui, dans l'obscurité, on retrouve une fois de plus Demontez Mavongo. Je vous remets au nom de Monsieur le maire de la ville de Dolisie un lot de 180 ampoules qui permettront d'éclairer les principales artères de la ville de Dolisie. En vue de pallier la difficulté prolongée d'éclairage public de la ville de Dolisie, du centre-ville et ses périphéries immédiates, la mairie centrale de Dolisie et la direction d'exploitation de la Société Énergie électrique du Congo Niari ont fusionné les efforts par un partenariat d'éclairage public. Partenariat justifié par la remise la semaine dernière d'un lot de 180 ampoules pour amorcer la première phase d'éclairage public des artères de la ville et les ronds-points stratégiques. Au cours d'une modeste cérémonie patronnée par le vice-maire Dieudonné Félicien Nzaou, en présence du directeur d'exploitation de la Société Énergie électrique du Congo Niari, Arcel Bouiti. Les deux parties ont convenu pérenniser les termes du dit partenariat pour redonner un visage scintillant à la capitale de l'Or-Vert. Dans le cadre de l'éclairage public, il y a eu la préoccupation de la mairie sur l'éclairage public. Nous avons le personnel qualifié, nous avons les engins qu'il faut. On a reçu la requête de la mairie parce que c'est leur propriété. L'éclairage public n'appartient pas à la société d'électricité, Énergie électrique du Congo. L'éclairage public, c'est une propriété privée de la mairie. Donc,
Ils nous ont sollicité du fait de ne pas avoir des électriciens capables, des monteurs électriciens capables de travailler en hauteur. Mais nous aussi, nous avons nos requêtes envers la mairie pour faire ce travail. Et il faudrait bien que l'on pousse le réseau. Et généralement, pour pousser le réseau, on a besoin des transformateurs. Et les transformateurs, la mairie a mis à notre disposition au moins déjà 2 sites pour ériger les transformateurs. Et ces transformateurs vont nous permettre de tirer les lignes. Les problèmes les plus récurrents au niveau de notre ville, c'est le problème d'éclairage public, les problèmes des voiries urbaines, les problèmes d'assainissement de nos canalisations qui aujourd'hui occasionnent des érosions et d'autres phénomènes que nous sommes en train de vivre avec le réchauffement climatique. Le partenariat que nous avons avec la direction départementale de l'énergie électrique du Congo est un partenariat très agissant, fraternel. Nous pensons que les populations trouveront leur compte à travers ce petit don que nous faisons, que nous mettons à disposition de l'énergie électrique du Congo. Des 180 ampoules en phase expérimentale, s'en suivra un second lot de 200 ampoules dans l'intérêt de satisfaire les attentes en électricité des populations de la ville de Dolisie. Car là où il y a la lumière, dit-on, il y a la sécurité. La mairie centrale et la société énergie électrique du Congo Niari l'ont sans doute bien compris. Et puis un peu plus loin de là, une grande pluie diluvienne s'est abattue ce vendredi matin dans la ville Océan, ne laissant aucune possibilité aux automobilistes de circuler et aux Pontenégrins de pouvoir se déplacer d'un point à un autre. Ils se sont retrouvés les pieds dans l'eau. De Matende à Mbota, en passant par le centre-ville, pour ceux qui connaissent bien Pointe-Noire, l'eau était partout. D'ailleurs, un bébé a failli se noyer pendant que ses parents dormaient paisiblement. Démontez ma voix. Quand on arrive au mois de janvier, février, mars et avril, souvent les populations de la ville de Pointe-Noire se réveillent les pieds dans l'eau par les inondations occasionnées suite aux fortes pluies diluviennes. Le cas de cette matinée du 7 février 2020, reproduisant les inondations du 6 janvier 2019 ayant laissé des stigmates au quotidien du Ponténégrin. Devant ces spectacles désolants, nous avons effectué une ronde en 3 volets. L'avenue Maluango à Matende, le pont Bakadila sur l'avenue Jean-Félix Tchikaya à 1 demi-kilomètre du marché OCH. Taxi, piétons, bus donnent du muscle pour trouver des issues de passage menacées par cette furie des eaux. Eau soldée par le cas de ce bébé qui allait se noyer au moment où les parents dormaient et lorsque la maison était déjà envahie d'eau. Une ronde poursuivie sur la descente de la corniche de Mbota vers la station Total, à l'entrée du quartier Culotte, à Rex et sur l'avenue de la Révolution. Même décor pluvieux au centre-ville de Pointe-Noire, au rond-point Joseph Poibou, le consulat de France, avec toutes les conséquences connexes. Presque toute la ville de Pointe-Noire dans l'eau. Tout Pont-Noir est dans l'eau. Tout Pont-Noir, c'est pas seulement le quartier OCH. Si vous allez à Tchali, si vous allez quartier Paka, partout, Pont-Noir est dans l'eau. Et regardez même quand vous allez en ville, après Diatibi, pour la zone là, arriver au rond-point Kassai, c'est malheureux quand même, en pleine ville. La station en face de l'hôpital à Neuf-Cité, pour arriver au rond-point Kassai, le camion prend, si c'est un véhicule, ça prend même 15 minutes pour arriver au rond-point Kassai. C'est malheureux. Là, il y a déjà, on a failli déjà perdre un enfant, le nouveau-né, parce que le père en train de dormir, sa maman en train de dormir, l'enfant commençait déjà, l'eau est rentrée dans la maison. Donc moi je demande à tous les autorités, prenez conscience à ce qui se passe. Une catastrophe naturelle qui doit interpeller en premier chef le gouvernement de la République. Ces eaux de pluie que vous venez de voir dans ce reportage de Démontez Mavungu engendrent la dégradation de la chaussée. Les voiries urbaines sont aujourd'hui dans un état ne pouvant plus permettre la bonne circulation des automobilistes. Conséquence, bien entendu, des embouteillages se sont créés à plusieurs endroits de la ville océan. Suivez plutôt.
L'on ne dira jamais assez du réseau routier de la ville de Pointe-Noire qui se dégrade continuellement, conséquence de la forte pluviométrie naturelle imposée à toutes les législatures municipales. La volonté et les moyens suffiront pour résoudre les problèmes que posent les voiries urbaines de la deuxième capitale de la République du Congo. Le cas de l'avenue Matende sur son tronçon Saint-Cest de Fuchs jusqu'à l'ex d'Ensing Bar La Cloche, lessivé par les nids de poules béants, créant des embouteillages aux chauffeurs qui ont du pain sur la planche pour la traversée de ce tronçon dégradé à près de 85%. Il suffit d'une flotte persistante pour se convaincre de la réalité de cette avenue Matende dont le bitume devient sectoriel. D'un constat général, le réseau routier de la ville de Pointe-Noire serait construit à l'image des voiries urbaines coloniales, ayant des chaussées en béton de ciment adaptées au cycle pluvieux de la ville, parfois en dalettes, abandonnant progressivement des chaussées goudronnées. Une recette panacée dans la construction de certaines voiries urbaines de Pointe-Noire, sachant que les eaux de pluie et le bitume sont incompatibles. Des pistes déjà explorées au cours des rencontres citoyennes par le député-maire et les forces vives sur les questions du réseau routier de la ville de Pointe-Noire. Ceci nécessite l'attention soutenue de tous les partenaires sociaux soucieux des questions urbaines. Vie des partis politiques à présent, les membres de l'IDC, entendus par là, Initiative pour la démocratie au Congo, ont tenu leur première session du Conseil national ce vendredi, session au cours de laquelle le président par intérim de cette plateforme des partis politiques de l'opposition, René-Serge Blanchard-Roba, a dressé le bilan de la plateforme, un bilan qu'il estime satisfaisant malgré les quelques vicissitudes constatées par la même occasion. Le porte-parole de l'IDC, Jean-Baptiste Boupuntou, quant à lui, a lu le message d'André Okombi Salissa, message dans lequel ce dernier invite à la patience et au courage. Une délégation des partis du centre conduite par Jean-Michel Bokamba Yangouma, reçue par le nouveau secrétaire général du Parti congolais du travail, a expliqué lors de ces échanges les valeurs qu'ils incarnent. Pierre Moussa, puisque c'est lui qui s'agit, a par ailleurs échangé avec l'ambassadeur du Cuba au Congo sur la collaboration avec le Parti cubain au pouvoir. Le point dans ce reportage de Giscard Mango. Depuis l'entrée en scène de la nouvelle équipe dirigeante du PCT, il n'y avait pas encore une rencontre PCT parti du centre. Aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous voulons donc vous dire merci. Au-delà d'une rencontre pour féliciter cette nouvelle équipe et lui présenter les civilités, la délégation des partis du centre, conduite par Jean-Michel Bokamba Yangouma, est en réalité venue réchauffer leur rapport, disons la collaboration entre les deux entités. Déjà, avec l'ancienne équipe du PCT, ces rapports étaient cordiaux. Les partis du centre sont venus aussi exprimer ce souhait et expliquer au secrétaire général du PCT leurs valeurs. Et nous sommes venus ici donc pour dire à la nouvelle équipe que nous sommes un espace de dialogue donc, entre l'opposition et la majorité. Nous sommes au centre, nous sommes une force d'équilibre. Donc c'est vous dire que le centre a tout son rôle. C'est à nous de jouer notre rôle. Et nous sommes venus donc dire au secrétaire général du PCT que le centre a ses principes d'organisation, le centre a ses valeurs à défendre. Juste avant, Pierre Moussa recevait José Antonio Gracia Gonçalves, l'ambassadeur cubain au Congo. Ici, ce sont les relations entre les deux partis, le PCT et le PCC, jugées excellentes, qui étaient sur la table des échanges. L'ambassadeur cubain est venu lui aussi féliciter le secrétaire général du PCT parce que entre les deux partis, les relations sont bonnes et José Antonio Gracia Gonçalves veut, au-delà de cette collaboration déjà fructueuse, que cette relation s'enracine davantage.
Après la disparition d'Emilienne Lekuzumi-Landou, l'Assemblée nationale vient de nouveau de perdre un autre député. Il s'agit de François Bakana, député de la 2e circonscription électorale de Mindouli. Nous sommes là dans le département du Pôle. Dans ce reportage de Morel Mabélé, Médard Moussodia, qui venait d'assister à la mise en place des commissions des obsèques à l'Assemblée nationale, nous parle de François Bakana. Sur son fauteuil, l'écharpe. Le député de la 2e circonscription de Mindouli, François Bakana, n'est plus depuis le 5 février 2020. Ses collègues de l'Assemblée nationale se sont retrouvés ce vendredi en plénière spéciale. Sur leur table, une seule affaire, l'organisation des obsèques de leurs collègues. 4 sous-commissions ont été mises en place. On peut citer la sous-commission oraison funèbre et communication, présidée par Blaise Ombeto. La sous-commission obsèques, avec à sa tête Auguste Ngambele. La sous-commission finance, présidée par Abel Joël Owassa Yoka, et la sous-commission protocole et transport, dirigée par Olga Clarisse Sika. La coordination de ces sous-commissions est assurée par le 2e secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, Joseph Kimyumbi Kiambungu. Médard Moussodia, l'un des membres d'une sous-commission, nous parle d'une liste disparue qui laisse un grand vide à Mindouli 2, puisqu'il était le député suppléant, le titulaire n'étant plus en vie. Nous retenons un député avec beaucoup de chaleur humaine, toujours souriant. Et on comprenait cela parce que dans une autre vie, il était président de la fédération de gymnastique. Ce qui fait qu'il avait le sport et l'art en lui. Mais nous retenons un bon collègue, un député qui était toujours là, au secours des autres, toujours prêt d'assister et à intervenir. Vraiment, c'est une perte pour le Parlement. Pour le moment, il n'y a pas de suppléant, mais la loi a prévu ce genre de scénario. Il sera organisé des partiels dans un délai quand des problèmes de sécurité seront arrangés. Je pense qu'avant la législature, on va organiser des partiels pour cette circonscription-là pour qu'ils aient aussi un député. C'est ça la loi. François Bakana était membre de la commission santé à l'Assemblée nationale. 2 jours seulement après les accusations de l'intersyndical du centre hospitalier universitaire de Brazzaville sur la mauvaise gestion du directeur général de cet hôpital, la commission santé et affaires sociales de l'Assemblée nationale est allée s'imprégner de la réalité au sein de ce plus grand hôpital du Congo. Pour Sylvain Villia, le directeur général du CHU, son plus grand souci est le manque des consommables dans cet hôpital. Quant aux syndicalistes, il est disposé à pouvoir dialoguer. Dans ce reportage, il en parle. Quelques jours après l'Assemblée générale de l'intersyndicale du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, lequel intersyndical dénonçait les pratiques de l'actuel directeur général du CHU de Brazzaville qui n'honore pas les travailleurs, à l'instar du licenciement des agents détenant de faux diplômes, chose qui dénigre le CHU selon l'intersyndicale, la commission santé, affaires sociales, genre et développement durable de l'Assemblée nationale est descendue au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Les membres de cette commission ont visité les services de la médecine interne, l'ophtalmologie, radiologie, stérilisation, le laboratoire, les urgences, la pharmacie, la pédiatrie et la gynécologie obstétrique. Selon le directeur général du CHU de Brazzaville, Sylvain Villard, qui a fait des soins de qualité sa priorité, ils ont un grand problème de consommables. Quand la commande est faite au mois de juillet, le produit peut arriver au mois de novembre. Pour l'heure, le CHU a un seul bactériologiste. Le directeur général du CHU a répondu aussi à l'intersyndical du CHU de Brazzaville. Sa porte est grandement ouverte. Il est prêt pour le dialogue. Il veut dialoguer, mais sur l'environnement du travail, pas sur autre chose. La meilleure chose, c'est le dialogue. J'étais là le 17 décembre quand le président a fait son discours à la nation. Il a parlé de paix. Il a parlé de dialogue, il fallait garder le dialogue. Mon intention est de suivre, c'est ce que le président a dit, les chefs de l'État. Je vais garder le dialogue, mais à l'intérieur des paramètres que je considère être ceux des syndicats. S'ils veulent parler d'autres choses, qu'ils s'adressent au bon forum. Je ne suis pas ce forum-là. Et je veux être très clair là-dessus. Ma porte est toujours ouverte, c'est au dialogue. Pour moi, c'est clair. Et je vous rappelle aussi que vous avez remarqué que les sanctions que j'ai portées dernièrement, c'est des sanctions, et le président en a parlé, d'avoir un poste de responsabilité, ce n'est pas un poste honorifique. Il faut aussi prendre les décisions qui sont difficiles comme responsable. Donc, moi, j'ai des audits qui sont là depuis 2016 que personne
a mis en place les choses. Je nettoie tranquillement la liste de mes ressources humaines. Signalons que le directeur général du CHU, qui a un mandat de 3 ans, a déjà écoulé 9 mois. Les députés l'attendent au résultat. Au CHU de Brazzaville, il y a aussi un service social qui soigne gratuitement les démunis à condition que tu aies un document de la mairie. Mais le CHU ne communique pas trop sur ça. Parlons à présent du coronavirus qui sévit en Chine avec de nombreux morts et le témoignage d'un patient atteint de ce virus et qui est admis à l'hôpital de Poshanshan en Chine. Suivant ce témoignage donc de ce patient qui est atteint de ce coronavirus. Bonjour tout le monde, je me trouve au sein de l'hôpital Poshanshan. Vous pouvez voir que les installations ici sont de très bonne qualité. Vous voyez, 2 personnes partagent la chambre. Derrière moi, il y a toutes sortes d'appareils médicaux, comme pour l'inhalation d'oxygène, et aussi regardez ce qu'il y a à mon doigt. C'est pour contrôler l'oxygène présent dans mon sang. Aussi, la machine à mon bras qui teste ma pression sanguine. Et là, il y a un écran de contrôle et d'autres équipements. Il y a aussi l'air conditionné et un purificateur d'air et d'autres systèmes pour le traitement de l'air. On dispose aussi d'une télévision, mais je ne l'ai pas encore testé. Là-bas, il y a une toilette. Tout cela apparaît bien. Je pense que les conditions ici sont vraiment très bien au-delà de nos attentes. Lorsque l'on est admis à l'hôpital, chaque personne se voit remettre une blouse d'hôpital. On a tous été changés. Nous n'avions pas de telle blouse lorsque nous étions dans les hôpitaux de la ville. Ils ont vraiment fait attention. Même les sandales sont neuves, tout a été prévu. C'est tout un ensemble qui est préparé. Je viens d'arriver aujourd'hui, je n'ai pas encore débuté le traitement. Sur ce plateau, je vous l'ai dit au tout début de ce journal, nous avons une cancer. Elle s'appelle Baïdi. Elle est responsable du bureau Brazzaville de la télévision centrale de Chine. Avec elle, nous allons échanger sur ce coronavirus qui sévit en Chine avec de nombreux morts. Merci, Madame Baïdi, d'être venue sur ce plateau pour nous éclairer sur ce virus. Alors, ce virus est-il plus dangereux que le SARS ou Ebola que nous avons connu ici au Congo? Ok, merci. Alors, selon les autorités chinoises de santé, le taux de mortalité est de presque 2,1%. Et la plupart des décès sont enregistrés dans la province du Hubei, l'épicentre de cette épidémie. Donc, un total de 97% des décès dans tout le pays. Donc, je crois que du point de vue du taux de mortalité, je crois que ce nouveau coronavirus n'est pas plus dangereux que l'Ebola ou que le SARS. Mais compte tenu du fait que c'est un nouveau virus et aucun traitement spécial ni vaccin ne soit efficace pour le moment. Donc les mesures standardisées de santé publique d'urgence sont les plus pertinentes. Surtout, par exemple, l'isolement des sources de contamination et la coupure des voies de transmission et des soins accordés aux personnes les plus vulnérables. Et la Chine a mobilisé toute la société pour lutter contre cette épidémie. Et comme vous savez que Wuhan, le chef-lieu de la province du Hubei, là, on a déjà fermé tous les points de passage dans les aéroports, dans les gares, etc. Et c'est une mesure sans précédent. Alors, Baïchi, pourriez-vous nous présenter précisément quelques mesures adoptées pour le moment? Oui, bien sûr. Par exemple, pour le moment, il y a plus de 10 000 médecins et infirmiers qui sont déjà mobilisés dans la province du Hubei. Et on a pris des mesures pour assurer l'approvisionnement des fournitures médicales et ensuite on a déjà construit 2 hôpitaux temporaires en 10 jours avec 2500 lits pour accueillir des cas confirmés. Et il y a aussi des centres d'exposition et sportifs qui sont transformés en centres d'accueil pour des patients de légers symptômes. Et nous avons aussi établi un mécanisme de prévention et de contrôle dans tout le pays, c'est-à-dire l'organisation de grands événements est interdit. Et le rassemblement de personnes s'est réduit. Et on a aussi des guides de prévention qui sont proclamés au public tous les jours.
Et nous avons fait tous nos efforts pour empêcher la transmission de cette épidémie en dehors du territoire chinois. Et la province du Hubei a déjà suspendu la réception des demandes de sortie ou d'entrée du territoire chinois. Et dans les aéroports, la ventilation et la désinfection sont renforcées. Et la prise des températures corporelles sont effectuées pour les passagers. Et il y a aussi des conseils qui sont publiés par le CDC chinois en 5 langues étrangères. Et alors, on a aussi fait des efforts pour faire des recherches. Et maintenant, l'agent pathogène a été identifié rapidement. Et la séquence génétique a déjà été rendue publique. Et on est en train de travailler d'arrache-pied pour accélérer le déploiement de vaccins. Alors, voici tout à l'heure, vous avez parlé de la construction des hôpitaux en 10 jours. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible en Chine. Alors, le premier hôpital temporaire s'appelle l'hôpital Huoshan. Huoshan, ça veut dire la montagne du dieu du feu. Et on a construit cet hôpital pour accueillir des cas confirmés. Et en fait, depuis le début de la construction, le 23 janvier, des ouvriers chinois travaillent jour et nuit et sur le chantier. Et faisant le chantier comme un champ de bataille. Et alors plus de 40 millions d'internautes chinois sont en ligne pour visionner la construction de cet hôpital. Et on a déjà envoyé maintenant 1400 médecins militaires à cet hôpital. Et certains médecins ont des expériences de travailler pendant l'épidémie de SRAS en 2003 et pendant l'épidémie d'Ebola en 2014 en Afrique de l'Ouest. Il y aura également des experts qui guideront aussi des opérations de l'hôpital. Et un autre, l'hôpital Leishanshan, a été construit aujourd'hui avec 1500 lits. Alors, que doit faire chacun de nous pour pouvoir lutter contre le coronavirus ? Alors premièrement, je crois qu'il faut éviter d'aller aux endroits où il y a une grande concentration de personnes. Et à la maison, je crois qu'on peut ouvrir la fenêtre de temps en temps pour renouveler l'air. Et on peut faire des exercices modérés. Et si vous avez besoin de sortir, il faut porter un masque chirurgical. Il faut laver des mains fréquemment. Il faut utiliser des lingettes humides ou désinfectants. Et troisièmement, je crois que retour à la maison, il faut jeter le masque directement à la poubelle. Et si vous avez des symptômes, il faut mettre le masque dans un sachet avec Ziploc. Et il faut laver des mains avec du savon, avec de l'eau, et le temps de frottement des mains ne doit pas être inférieur à 20 secondes. Et quatrièmement, si vous avez des symptômes légers, il faut rester à la maison en observation. Si vous avez des symptômes suspects, alors portez un masque et consultez un médecin à proximité. Alors, je crois que le virus n'a pas de nationalité. Effectivement. Oui. L'épidémie n'a pas de frontières. Et maintenant, les maladies infectieuses émergentes lancent un grand défi commun à toute l'humanité. Et nous devons travailler ensemble pour les combattre. Alors voici, peut-être vous avez un dernier mot avant de pouvoir nous séparer. Non, pas du tout. Alors, je rappelle qu'ici au Congo, le gouvernement de la République a pris des dispositions pour pouvoir éviter l'introduction de ce coronavirus dans le pays, à l'aéroport international Mayama, mais également au beach de Brazzaville. Et les personnes suspectes seront internées à l'hôtel Lankokob ici à Kiteli. Merci d'être venu sur ce plateau. Les Camerounais sont appelés aux urnes pour les législatives et les municipales. Pendant ces temps, 7 chefs d'une milice ont été condamnés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le tout dans ce condensé d'images de la Voix de l'Amérique. 5 chefs d'une milice centrafricaine ont été condamnés vendredi aux travaux forcés à perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la cour criminelle de Bangui pour le massacre de dizaines de civils en 2017.
Le Botswana, qui abrite la plus importante population d'éléphants au monde, a tenu vendredi ses premières enchères d'ampleur pour l'attribution du permis de chasse depuis le rétablissement très controversé de la chasse sur son territoire. Les Camerounais sont appelés à voter dimanche pour des élections législatives et municipales en partie boycottées par l'opposition. En Algérie, la mobilisation se poursuit pour un 51e vendredi consécutif. Les manifestants sont toujours déterminés, mais semblent moins nombreux que le vendredi précédent dans le centre de la capitale, quadrillé par un important dispositif policier. Et puis pour terminer, 2 jours seulement après avoir enterré en douleur, les anciens enfants de troupes réunis à la stèle des AET ici à Brazzaville ont rendu un dernier hommage au colonel Germain Vincent de Paul Baïbila, décédé le 29 janvier dernier. Dans ce reportage de Vincent de Paul Kobemba, Victor Kisambo Makanda nous éclaire sur ce disparu. La grande famille des AET, anciens enfants de troupes, s'est réunie de nouveau ce vendredi à la stèle des AET. Le moment n'est pas jovial, mais plutôt triste. C'est celui de rendre un dernier hommage à un de leurs, le colonel Germain Vincent de Paul Batambika, dit le baron. L'homme au numéro matricule 1618 a été arraché à l'affection de ses parents, amis, frères d'armes et connaissances le 29 janvier 2020 de suite d'une longue maladie. Le corps sans vie de Baron, Lungue pour les amis de la promotion Mariangwabi, a été exposé pour recevoir les hommages. Qui était Germain Vincent de Paul Batambika, qui n'a vécu que 20 270 jours sur terre, et comment était-il arrivé dans cette famille des frères d'armes? Victor Kisambo Makanga nous éclaire dans l'horizon funèbre. Germain Vincent de Paul Batambika finit sa scolarité primaire à Pointe-Noire pour changer de cap. En septembre 1977, il entre à l'école militaire préparatoire des cadets de la Révolution, où il est accueilli par un brimeur appelé Okangaseo. Il reçoit le matricule 1618 et fait ses classes au sein de la promotion Mariangwabi, un collectif que l'on connaîtra familièrement sous la dénomination des barons. Précoce dans beaucoup de domaines, inspiré par une spiritualité qui échappait à ses camarades de promotion, il ne manquait pas une occasion de se singulariser. Dérangé par ce que lui seul avait constaté, il s'afficha un jour avec des écrits « I practice autarcic life » qu'on peut comprendre par « je peux bien m'isoler ». L'officier Batambika, transmetteur puis gendarme. Au sortir de l'MPCR, il obtient une bourse pour l'école militaire supérieure de transmission du Lanovsk, dans l'ancienne URSS. Pas étonnant pour un scientifique, comme Mariangwabi d'ailleurs. Le matricule 1618 a été aussi un grand sportif, a souligné l'AET Victor Kisambo Makanga. Il a tiré sa référence dans la même période que d'autres champions, d'ici ou d'ailleurs, tel le basketteur américain Kobe Bryant ou l'ancien stélien Jean-Luc Tchelontiene. Oui, Lungue, pardon, Mabundu Bitemo aussi fut un champion. Lui, un temps gardien de l'équipe de l'école dans les catégories de jeunes. De Chat Noir, une équipe éphémère à l'école, puis au sein de l'équipe Che Guevara, toujours à l'école. Plus tard, en milieu AET, il est sacré 2 fois champion avec la grande équipe des Barons, accompagné par-ci par-là par les Biko et la Gérard. On l'appelait Bitemo, comme son idole, le grand gardien des Diables Noirs, un sacré caractère celui-là. Frapper la douleur à laquelle on ne s'habitue pas, les épouses, les frères d'armes, ainsi que le président de l'association étaient inconsolables. Lungue naquit le 31 juillet 1964 et referma la parenthèse de sa vie sur terre le 29 janvier 2020. Il a laissé 5 orphelins
Après la celle de Zaïté, la dépouille de l'illustre disparu a été conduite à Bifouiti pour le même rituel. C'est au cimetière de Makompane qu'il va être inhumé. Voilà, c'est par ces nouvelles tristes que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.